Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous demande pas si ça va bien, parce que normalement ça va bien. Nous sommes ensemble ce lundi soir, assez exceptionnel. Lundi soir, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué le lundi soir, même jamais, puisque on jouait pas hier, c'était le 5 mai, et en ce très beau 6 mai 2024, l'Olympique Lyonnais a encore gagné le foot, sur un scénario complètement débile contre le LOSC après avoir été mené 2-0, après avoir été mené 3-2. L'Olympique Lyonnais s'est imposé une nouvelle fois 4-3 dans un match complètement débile, un match qui va faire de nous des cardiaques, qui va rendre tous les cardiologues de France extrêmement riches. Bienvenue à vous, on va essayer, je dis bien essayer, de débriefer ce match, ce bordel, ce truc absurde, complètement absurde, ensemble. Il va falloir reprendre un peu nos esprits. À l'heure où je vous parle, il est 23h15, on est lundi soir. Moi, je suis pas retombé. Je comprends toujours pas ce que c'est que cette équipe. J'ai mon carnet, là. Vous voyez mon carnet de crackhead. Là, il y a marqué 3-4. Là, il y a marqué 3-2. Si je tourne, là, il y a marqué 4-3. Ça suffit. On n'en peut plus. Laissez-nous tranquilles. Ça va pas, on est cardiaque là. C'est une catastrophe cette équipe. C'est une catastrophe. Je sais pas. Je sais pas si je vais finir la saison en fait. C'est rocambolesque quand même. On a l'impression que cette équipe, il vaut mieux lui mettre 2 buts contre son camp au coup d'envoi pour espérer la voir jouer au foot. Donc on va essayer de refaire un peu le fil de ce match, pour raconter un peu ce qui s'est passé de façon posée. Je vous avoue que là, je suis... on va y aller en Europa League, en fait. Hein. On va y aller, hein. C'est débile, mais on va y aller. On va y aller par le championnat. Il reste 2 matchs, on va y aller. Enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, on va essayer de reprendre un peu les esprits. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui continuent à mettre des pouces sur YouTube. Merci à ceux qui mettent des commentaires sur YouTube. Il nous reste 2 matchs cette saison. On aura raté un débrief. Je peux vous dire que je suis un peu rincé complet, mais quelle saison quand même. On a touché le fond et on remonte assez haut, suffisamment haut pour pouvoir rêver de jouer le jeudi l'an prochain. Écoutez, on va croiser les doigts. On va essayer quand même de reprendre les choses dans l'ordre. J'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de stats, j'en suis navré. L'Olympique Lyonnais qui se présentait donc sur le terrain de Lille, avec vraiment pas grand-chose en sa faveur. C'est-à-dire que Lille était la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison. Ça fait un demi-milliard d'années que l'OL n'a pas gagné contre le LOSC. Le LOSC, historiquement, depuis 25 ans, c'est la bête noire de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des défaites très douloureuses, rappelez-vous des années de Garcia. Donc autant vous dire qu'on débarquait au stade Pierre-Mauroy sans grande confiance, et ce, malgré la bonne série de l'OL. On se disait, bon, un match nul, honnêtement, on prend. Derrière, c'est Clermont et Strasbourg. Si tu fais 6 sur 6, normalement, t'y vas en Europa League. Mais jamais on aurait pu penser que ce match se déroulerait de cette façon. Même si on commence à être un petit peu habitué avec Brest et Monaco. Mais quand même. Et donc, ce qui devait se passer, s'est passé. C'est-à-dire un début de match assez compliqué. Le LOSC très solide. Et ce, malgré une équipe privée de quelques titulaires, notamment Eden Zegrova. Mais bon, ça n'a pas posé problème, puisqu'il est rentré et qu'il nous a trouvé le fion. Une équipe solide, un Olympique Lyonnais très très mollasson, comme souvent en première période. Techniquement à la rue, beaucoup de joueurs aux abonnés absents, notamment Ernest Nuama et Saïd Benrabah. On y parlera un petit peu plus tard. Et un OL qui prend un premier but très largement évitable sur un coup de pied arrêté où le buteur Diakité totalement abandonné, puis un deuxième but sur une passe absolument affreuse de Matic, un cafouillage défensif. Autant vous dire qu'arrivé à la mi-temps à 2-0, on se dit c'est foutu, sauf qu'on commence à connaître cette équipe. On sait qu'à 2-0, il suffit d'un but, et derrière c'est le bordel. Et ça fait combien de fois cette deuxième partie de saison, que l'OL nous fait le coup du match complètement dégueulasse pour finalement mettre un but un petit peu contre le cours du jeu, et derrière c'est la série Fallout, les enfants. Hein. Derrière, on comprend rien ce qui se passe. Derrière, c'est une saison entière de Banshee à se mettre des mandales. Derrière, je vous avoue que je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Déjà, on a l'égalisation de Malik Fofana sur un truc absurde de Mama Baldé. Alors Mama Baldé, on va en parler après, mais alors bonjour la rédemption, Mama Baldé. Pardon, Mama Baldé. Émile Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Et derrière, alors qu'à 2-2, on commence à se dire bon, on va tenir le point du match nul, c'est pas mal. Encore un coup de pied arrêté pourri, on va en parler tout à l'heure. On va en parler un peu calmement, des coups de pied arrêtés.
Et là, 3-2. Mais 3-2, les amis, on se dit, bon, bah, ils vont pas nous faire le coup cette fois. On a bien rigolé, on est bien revenu à 2-2. Mais à 3-2, à 85e minute, c'est perdu. C'est perdu, on est d'accord, c'est perdu. C'est perdu. Et là, bah voilà, Lacazette sur un centre de Maitland-Niles, qui a été immense ce soir, immense Maitland-Niles. Et derrière, Mama Baldé. Et je vous avoue que j'ai vu flou sur la fin de match. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis incapable de vous dire à quoi ressemble le but de Mama Baldé. Parce que juste, j'ai vu le ballon aller au fond des filets, j'ai hurlé et je sais pas, je comprends pas. Et voilà, 4-3. L'Olympique Lyonnais est 7ème de Ligue 1, à 2 points de Lens. Même 4 points de Nice, qui est un match en retard. Donc, elle me fatigue cette équipe, je vous jure, elle me fatigue. Je vous jure, il me fatigue. Même Pierre Sage, il me fatigue. C'est quoi cette manie de Pierre Sage de cuisiner du gros caca pendant 45 minutes et ensuite de nous filer du caviar à manger? Enfin, on est vraiment obligé de manger du caca pendant 45 minutes, c'est obligatoire. Enfin, c'est... Ouais, je vous jure, faut pas être cardiaque. Faut pas être épileptique, hein. Faut avoir le cœur bien accroché, hein. C'est Space Mountain, cette équipe. Voilà, bref. On va essayer de prendre les choses pas à pas, hein. Je vous vois dans le chat, là, on est tous... Mamaradona, ça c'est pas mal, Mamaradona. Hein. Le cacaviar, voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, l'OL de Pierre Sage, c'est du cacaviar. C'est d'abord le caca, ensuite le caviar, c'est le cacaviar. Je pense que l'analogie est très bonne, même si elle est digne d'un enfant de 8 ans. Je pense qu'elle est pas mal, quand même. Faut quand même noter un truc, et je pense que c'est ce qui fait tourner le match. C'est qu'à 2-1, les Lillois, à un moment donné, aux alentours de la 75e minute, ils ont commencé à faire un gros caca-culotte. Hein. Et ils sont passés à 5 derrière, ils ont commencé à bétonner. Et finalement, et si c'était le football qui avait gagné ce soir? Parce que Lille, en réalité, ils font pas un super match ce soir. Je vais vous montrer les stats là. J'ai pris le temps de les faire quand même. Les stats, à la mi-temps, c'est, je crois, 0,45 à 0,16 expected goals. Donc on est sur un match un peu moyennasse, techniquement assez moyen. Mais Lille domine. Lille n'est pas mis en danger par l'Olympique Lyonnais. Et même sur le but de Benrahma, on sent pas une énorme révolte de l'Olympique Lyonnais. Mais derrière, on a un énorme caca-culotte de Lille. Et on finit à 2,38. 2,38 XG. Le match, oui, certes, c'est l'Olympique Lyonnais qui le retourne, mais Lille avait demandé à se faire punir. Ils ont, à un moment donné, se sont complètement recroquevillés sur eux-mêmes, et même à 3-2, on les a pas sentis en capacité d'enfoncer le clou. Ils ont tendu le bâton pour se faire battre. Alors, encore fallait-il réussir à saisir le bâton et à bien leur maraver la tronche, mais moi, je pense quand même que Lille a fait une énorme erreur tactique en voulant bétonner face à une équipe de zab, quoi. Une équipe de zinzin. C'est-à-dire que quand elle est énervée, cette équipe, elle est capable de battre n'importe qui. Et c'est pour ça que, attention, le Paris Saint-Germain, attention, parce que même à 2-0, vous serez pas en sécurité au stade Pierre-Mauroy. Donc allez-y, hein, on vous en donne un, on vous en donne deux, et après on revient. Ça n'a pas marché au Parc des Princes, peut-être que ça marchera à Pierre-Mauroy. C'est vraiment une équipe de... Ouais, c'est une équipe de débiles. C'est une équipe, et je dis ça avec tout l'amour et toute l'affection du monde. Mais comment on peut passer par des émotions aussi absurdes dans un seul match? Comment on peut arriver à la mi-temps en se disant mais c'est pas possible d'être aussi mauvais, c'est pas possible que Benrahma il perde 20 ballons sur 39 touchés, c'est pas possible qu'Ernest Nuama il sache rien faire, c'est pas possible qu'on n'ait pas une seule occasion nette sur toute une mi-temps. Puis ensuite, c'est pas possible de revenir à 2-2 et de se faire avoir comme des bleus sur un coup franc, sur un corner, pardon, encore les coups de pied arrêtés, et c'est pas non plus possible de revenir à 4-3, c'est pas possible, y a rien qui est possible, y a rien qui est logique là. Je sais pas qui sont... Parce qu'on commence à être habitué, je sais pas, il y en a peut-être qui ont mis 10 balles sur l'OL vainqueur à 2-0. Bah bien, bravo à vous. Hein. Bravo. Et je sais que mon alternant m'a envoyé un message, il a dit à sa mère de miser Lacazette buteur et Lyon gagne à 2-1. Mais en vrai, si on veut être un petit peu honnête, on va être un petit peu terre à terre. C'est marrant, on vibre bien, et c'est cool, et on fait la fiesta. Mais c'est quand même pas très rassurant tout ça. C'est pas très rassurant parce qu'à un moment donné, cette série de chattes, cette série de rocambolesques, elle va s'arrêter. Et on peut pas se contenter de victoires où l'OL est nul pendant 60 minutes. Alors j'ai vu des critiques sur Pierre Sage. Évidemment qu'on va pas mettre Pierre Sage sous le bateau, sous le bus tout de suite, et encore moins, même pas plus tard. Mais juste...
il va falloir un peu de sérénité à un moment donné dans cette équipe. Il va falloir un peu de calme, parce que c'est difficile de construire quelque chose dans le contenu avec des scénarios comme ça. C'est pas répétable, on peut pas capitaliser là-dessus. Alors oui, hein, moi, si on gagne tous nos matchs 4-3 pendant toute la saison prochaine, je les prends. Hein. Mais il y a quand même des choses à corriger. Il y a des choses qui vont pas. On peut pas juste jouer à l'émotion. Parce qu'à un moment donné, cette émotion, cette émulation, ce vestiaire, là, Sahel Koumbadi doit être en train de sortir l'enceinte JBL au moment où je vous parle, ça va pas tenir sur la longueur. Donc il va falloir capitaliser sur quelque chose. Il va falloir que ces compos ratés de début de match soient pas ratés. Il va falloir que cet ajustement qui arrive toujours un peu tardivement arrive peut-être un peu plus tôt. Elle est complètement irrationnelle cette saison. Bien sûr qu'elle est irrationnelle. Mais à un moment donné, le rationnel, il va rattraper l'Olympique Lyonnais. Et le rationnel, c'est pas marquer 2 buts dans les arrêts de jeu. C'est pas passer de 2-0 à 4-3. Donc à un moment donné, il va quand même falloir s'accrocher à des choses et être capable de dire, il y a des choses qui vont pas dans cette équipe. Il y a des choses qui vont. Hein. Il y a des choses qui vont. Il y a plein de choses qui vont. Et on va commencer par ça. Les choses qui vont, c'est l'état d'esprit. C'est l'abnégation de cette équipe à ne pas lâcher prise, même à 2-0 contre une équipe qui est très solide à domicile. C'est le coaching et les super subs. L'entrée de Ryan Cherki, elle est encore très intéressante. L'entrée de Malik Fofana, je vous en parle pas. Et Mama Baldé, la rédemption, c'est quand même de bon augure de voir que tous les zombies de la première partie de saison, finalement, n'étaient pas tant des zombies que ça. Maintenant, si on doit parler du négatif, on nous a dit sur les réseaux sociaux, les supporters adverses, les ouin-ouin, ils nous ont dit « Oui, c'est normal que vous soyez plus relégable parce que vous avez fait un mercato à 50 millions. » Si on regarde de plus près, ce mercato, il n'est pas si terrible que ça. Les recrues du mercato, elles sont toutes un petit peu moyennas. Alors je vais prendre dans l'ordre, on va parler de Lucas Perry qui joue qu'en coupe, Adrielson qui a disparu, Aurel Mangala qui n'est même pas titulaire alors que c'est l'une des recrues les plus chères de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma qui est buteur ce soir mais qui est extrêmement irrégulier, Gift Orban qu'on ne voit plus, et il nous reste donc dans les satisfactions Malik Fofana qui est un excellent super sub mais c'est pas la recrue qui a coûté le plus cher, et Nemanja Matic qui certes donne une très belle passe quasi décisive ce soir mais fait quand même un match pas terrible, et on jugera de Nemanja Matic en début de saison prochaine puisque ça peut aussi flancher très vite. Donc au final, qu'est-ce qui fait que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui est dans de meilleurs draps ? C'est l'état d'esprit qui a changé. Alors peut-être que l'état d'esprit vient aussi de l'injection de nouveaux joueurs et de la concurrence, ça c'est une certitude. Mais au final, le mercato, il n'est pas si rapide, il n'est pas si réussi que ça. Et je pense que c'est quand même important de le dire, parce qu'on nous a accusés, entre guillemets, d'avoir saccagé le championnat, d'avoir niqué l'équité sportive, parce que le mercato, nanani nana. Alors déjà, l'OL a le droit de dépenser l'argent qu'il a récolté pendant l'été, et de deux, finalement, les recrues n'ont pas tant d'impact que ça. Voilà. Il y a un monde où Paul Akokou fait des bonnes entrées. Non, je rigole. Bref. Masterclass de Adrielson avec Natou ce soir. Mon Dieu. Il y a surtout eu 0 dépensé cet été. Alors, pas exactement 0, mais bon, il y a quand même des recrues de cet été. Parce que c'est aussi à noter. Hein. C'est aussi à noter. Il y a eu des bonnes recrues cet été. Notamment, je vais en donner 2. Hein. Clinton Mata, qui est une super recrue. Très bon match ce soir encore. Et finalement, Douye Kaleta-Tsar. Douye Kaleta-Tsar fait une deuxième partie de saison plutôt intéressante. Jake O'Brien, effectivement, Maitland Niles, finalement, les recrues de cet été, finalement, le mercato de cet été, qui, au bout de 3-4 mois, on disait « Oh là là, la catastrophe », finalement, ces joueurs-là se sont réveillés. Jake O'Brien, bon, il n'a jamais eu à se réveiller, il était bon dès le départ. Maitland Niles, qui était vraiment à jeter par-dessus bord cet hiver, est devenu l'un des joueurs les plus malins de l'effectif. Douye Kaleta-Tsar, il se refait une santé, et Clinton Mata est super fiable. Donc au final, c'est pas forcément le mercato d'hiver qui paye, c'est le mercato d'été. C'est le mercato d'été. Et oui, effectivement, Hip-Game, je me souviens quand on a enterré l'Olympique Lyonnais après la défaite contre le Paris Saint-Germain, comme quoi même les zombies peuvent survivre. Merci Wayne Bruce pour les 5 abonnements offerts. Merci beaucoup. Mercato sans budget, on le rappelle. Qu'est-ce que j'ai noté sur mon bordel ? J'ai quand même noté... En fait, je vais vous dire ce qui me rend un peu fou. C'est que cette équipe, elle montre, et pas que par bribes, c'est-à-dire c'est par tranche de 20 ou 30 minutes, qu'elle a une qualité folle. Une qualité collective folle, une qualité d'abnégation folle, une capacité à gagner des duels et surtout une capacité à rentrer dans l'art des adversaires. Du coup, pourquoi, pendant 1 heure, on voit une équipe à la rue complète techniquement, qui perd tous ses duels, qui perd tous ses ballons ?
Pourquoi? Je veux bien qu'il y ait des temps faibles et des temps forts. Mais là, c'est pas des temps faibles et des temps forts. C'est d'un côté, il y a un interdit bancaire technique, et derrière, c'est le Barça 2006. Enfin, c'est pas possible d'avoir un écart type aussi fort dans le même match. C'est même pas dans la même saison. Dans le même match. L'OL à 2-1, c'est la meilleure équipe d'Europe, quoi. Enfin, j'exagère, oui, on exagère évidemment. Mais comment c'est possible? Est-ce que cette équipe, elle a vraiment besoin d'être au pied du mur? Et je pense que c'est ça le grand défi de Pierre Sage pour la saison prochaine. C'est de réussir à faire en sorte que le niveau, ou en tout cas une bribe du niveau affiché par cette équipe, quand cette équipe elle est au pied du mur, il arrive au coup d'envoi. C'est pas normal de devoir être le couteau sous la gorge pour commencer à se bagarrer. En vrai, on n'a pas été meilleur à la fin, c'est juste Lille qui a arrêté de jouer. Non, mais Lille qui arrête de jouer, c'est une chose, mais il y a des mouvements quand même, il y a de l'impact, il y a de l'abnégation, il y a des duels gagnés. Voilà, si on reprend un petit peu l'ordre de ce match, on est quand même sur une première mi-temps affreuse. Elle est affreuse, la première mi-temps. Techniquement, elle est calamiteuse. Calamiteuse. Le nombre de ballons perdus par Saïd Benrahma, le nombre de trucs ratés par Ernest Nuama, Nemanja Matic, on a l'impression qu'il joue en début déambulateur, il est coupable sur le deuxième but. Même Anthony Lopez, les 3 buts, il peut peut-être faire quelque chose, alors peut-être pas sur le deuxième. J'ai vu beaucoup de gens tomber sur Lopez sur le deuxième but, et je voudrais quand même qu'on replace un petit truc. Parce que voilà, il faut être un petit peu honnête avec Anthony Lopez. Sur les 3 buts, le premier, elle est dure à prendre, et il peut peut-être être su parce qu'il est un peu lobé sur sa ligne quand même. Le troisième, elle arrive vite. Et le deuxième, il est complètement masqué. Donc je veux bien qu'on tombe sur Anthony Lopez. Effectivement, il est coupable potentiellement sur le premier but. Le deuxième, enfin, vous avez tous joué un petit peu au foot. C'est très difficile d'arrêter une frappe comme ça quand elle est complètement masquée par 2 joueurs et qu'elle passe entre les jambes d'un joueur. Donc oui, je veux bien qu'on dise que Lopez fait pas un bon match, mais sur le deuxième but, honnêtement, si un gardien la sort, celle du deuxième but, c'est du top 5 mondial, pas plus. Donc voilà. Le deuxième but, il est vraiment ridicule quand même. Il est vraiment ridicule. La passe pas appuyée de Matic, là. À la mi-temps. Je sais qu'il y avait David Friot qui me reprochait de dire on est nul en première mi-temps et en deuxième mi-temps on est la meilleure équipe d'Europe. Je suis désolé David, mais c'est vrai. Je suis désolé, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est comment tu veux ne pas t'arracher les cheveux en première mi-temps puis te les recoller un par un en deuxième mi-temps. C'est fou. Même le troisième, il est honteux le but. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de ce sujet-là parce que historiquement, depuis plusieurs années, les coups de pied arrêtés, c'est un problème à l'OL, offensif comme défensif. Alors, l'OL a fait quelques petits progrès sur la non-production d'occasion pour l'équipe adverse sur les coups de pied arrêtés offensifs. Mais défensivement, c'est toujours calamiteux. Comment c'est possible que l'OL encaisse autant de buts sur coups de pied arrêtés et surtout autant de buts de la tête alors que vous avez dans l'effectif Douye Keletatsa qui fait 2m12, Jake O'Brien qui fait 2m50 et Nemanja Matic qui fait 2m23. Enfin, je veux dire, c'est la défense, cette défense-là. C'est tous les gratte-ciel de la défense. Comment c'est possible? Et vous voyez bien que c'est pas un problème de marquage. Parce qu'à chaque fois, les buteurs, c'est des joueurs dont on sait qu'ils sont dangereux et qui sont pas marqués par les bons joueurs. Donc, je suis pas préparateur d'équipe première. Je suis pas spécialiste coup de pied arrêté. Mais l'OL a recruté un spécialiste des coups de pied arrêtés. Il s'appelle Damien Della Santa. Et j'aimerais bien qu'on comprenne pourquoi l'OL est aussi vulnérable sur coup de pied arrêté. Il n'y a pas de raison. Il y a des joueurs qui sont grands dans cet effectif. Et à chaque fois, Diakité, on sait qu'il est bon de la tête. Je crois qu'il en est à 4 ou 5 buts cette saison de la tête, peut-être même plus. On sait pourquoi il n'y a pas Jake O'Brien ou Douye Keletatsa sur Bafodé Diakité. Je comprends pas, honnêtement. On voit que Jake O'Brien, il est sur Lenny Yoro. Alors, Lenny Yoro, c'est un bon joueur, mais il est moins dangereux sur coup de pied arrêté que Bafodé Diakité. Et j'aimerais bien qu'on comprenne, parce qu'aujourd'hui, c'est un miracle si l'OL s'impose, mais si on en reste à 3-2 avec ce but de je sais même plus qui c'est qui a marqué le troisième. Qui c'est qui marque le troisième but? C'est Diakité encore? Ouais, c'est encore Diakité. Si on en reste à 3-2, c'est 2 coups de pied arrêtés bêtement encaissés. Les 2 buts pour Lille, les 3 buts pour Lille, ils sont donnés. C'est des cadeaux. Lille n'a pas été foncièrement dangereux dans le jeu, à part 1 ou 2 frappes de Zegrova. Donc voilà, c'est quand même problématique parce que il y a des failles dans cette équipe. Qu'importe l'émotion, qu'importe la folie, qu'importe offensivement d'être capable de retourner des matchs, prendre 3 buts, enfin je suis désolé, mais l'OL a pris entre Brest, Monaco et Lille, on a pris 8 buts. 8 buts.
c'est calamiteux défensivement, hein. Et on n'en parle pas beaucoup, mais ce goal average là, peut-être qu'à la fin de la saison, il va nous coûter une place en Coupe d'Europe. Je serais curieux de savoir si on a déjà eu une équipe 6 ou 7ème de Ligue 1 avec un goal average aussi calamiteux. Alors vous allez me dire, ouais Charlie, on n'arrête pas de gagner, tu râles et tout. Je dis oui, je râle parce que je vois un peu plus loin que cette saison et je me dis, attendez, on est quand même en train de préparer la saison prochaine, on voit les failles. Et ce hurrah football, il va pas tenir éternellement. Donc voilà, l'OL, là, je vais vous reprendre les résultats. C'est 3 buts encaissés contre Lille, 2 buts encaissés contre Monaco, 4 buts encaissés contre le PSG, 3 buts encaissés contre Brest. Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait quand même beaucoup en 4 matchs. C'est quand même un miracle. Enfin, je pense quand même, on se rend pas compte de l'authentique miracle d'avoir encaissé sur 4 matchs. 4 matchs. Hein. 4 matchs, l'OL a encaissé 12 buts. L'OL a encaissé 12 buts sur 4 matchs et on a gagné 3. On est où là? On est sur FIFA Ultimate Team en fait. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, hein, c'est rigolo. Mais voilà, après c'est 4 études but à cap, on prend 9 points. Ah non mais là je râle, maintenant on va regarder le positif. Hein. Rappelez-vous, quand on avait terminé le match contre Nantes. Donc la victoire 3-1 contre Nantes. On s'était dit, arrivent les 4 premiers du championnat, c'est-à-dire Brest, Monaco, Paris et Lille. On s'est dit, oh là là, si on prend 6 points, c'est déjà pas mal. Vous vous rappelez ça, hein? On a dit si on prend 6 points. L'OL en a pris 9. Et c'est un authentique miracle. Ça veut pas dire que c'est un truc qui est immérité, parce que l'OL a totalement mérité ses victoires, hein, mais c'est un authentique miracle. Il reste 2 matchs, et l'OL a son destin en main. Non, a pas son destin en main, parce que Marseille peut revenir à hauteur. Mais, bon, en vrai, si, t'as ton dessin en main. Arrête de te projeter à poil, on verra l'été prochain. Oui, on verra l'été prochain. Maintenant, pour terminer sur Charlie qui râle. J'aimerais quand même comprendre cette obsession de Pierre Sage à nous mettre 2 milieux de terrain qui sont Matic et Tolisso. Ça ne fonctionne pas, on l'a vu. À continuer de mettre Ernest Nuama titulaire alors qu'il rate tout. Je pense que c'est pas lui rendre service que de faire ça. Et ça, je pense que c'est un problème. Parce qu'on a bien vu que le hurrah football, il vient quand il y a des changements tactiques. Alors peut-être que c'est la tactique d'être nul pendant 60 minutes et d'ensuite de mettre le feu. Mais à ce moment-là, il faut peut-être pas prendre 2 buts à chaque fois. On ressort 6. Mais voilà. Le point positif, quand même, c'est que on a un vestiaire qui marche bien. On a une équipe qui tourne. Et on a de quoi être plus ou moins serein sur le mercato. Le point négatif, c'est qu'on a beaucoup d'options d'achat qui vont devoir être levées. Parce que l'OL ne peut pas mettre 15 millions pour 6 mois sur un joueur. Il est obligé de lever l'option d'achat pour amortir ces sommes-là. Parce que si vous levez pas l'option d'achat, c'est de la comptabilité, hein, et c'est ce qui va se passer. Je serais très surpris que l'OL ne lève pas les options d'achat de Mangala et Benrahma. Donc il va falloir les lever, ces options d'achat. Ça veut dire qu'on n'aura pas de thunes cet été. Ça veut dire que cet été, on va pas pouvoir renforcer l'effectif à hauteur de ce qu'il devrait être renforcé. C'est-à-dire que idéalement, il nous faudrait 1 voire 2 défenseurs centraux. Parce qu'on voit bien que Kaleta Tsar et O'Brien, c'est parfois un petit peu limite. Ça fait le taf, mais c'est limite. On voit bien que le milieu de terrain, c'est un problème, que Corentin Tolisso, on est sur la fin, et que même Nemanja Matic, aussi fort puisse-t-il être quand il a envie de l'être, ça risque de flancher un petit peu. Donc, ça veut dire que cet été, il va nous falloir un milieu de terrain et un défenseur central de qualité, et que ça coûte cher. Et je suis pas sûr que la DNCG laissera l'OL faire la Zumba complète sur le marché des transferts, encore moins s'il n'y a pas de qualification européenne. Donc on va croiser les doigts. Il va falloir effectivement dégraisser, on aura le temps d'en parler. On fera évidemment un grand débrief de fin de saison, probablement après la finale de Coupe de France. Ce sera soit un débrief sur ma chaîne, soit un à la Zub. On verra en fonction de la disponibilité de chacun. Mais une chose est sûre, c'est que si jamais l'OL réussit à arracher au forceps une place en Europa Conférence, ou soyons ambitieux, une place en Europa, c'est pas impossible. 2 points de lance, 3 points avec le goal average, c'est pas impossible. Une victoire en Coupe de France, c'est pas impossible non plus. On sera revenu très très loin et on pourra construire un avenir plutôt positif, parce que je pense que c'est la conclusion de tout ça, et après on passera peut-être aux notes, parce que j'ai noté des trucs, mais en vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est peut-être la première fois depuis pas mal d'années que l'OL va aborder une intersaison de façon à peu près sereine. C'est-à-dire que selon toute logique, le coach ne devrait pas bouger.
et devrait pas être menacé. Selon toute logique, il ne devrait pas y avoir de gros départs au mercato. Théoriquement, les années précédentes, il y avait toujours 1 ou 2 joueurs clés qui étaient potentiellement sur la sellette. Là, c'est bon, ils sont tous partis. Donc peut-être que Ryan Cherki s'en ira, mais Ryan Cherki, il n'est pas aujourd'hui, c'est pas un joueur clé de l'équipe. Je vois mal Maxence Cacré s'en aller, je vois mal Alexandre Lacazette s'en aller, je vois mal Mangala, Matic partir, et je vois mal Maitland Niles et Mata partir. Donc peut-être que c'est enfin l'intersaison de la construction à l'OL. Ce sera peut-être une intersaison où on aura moins de doutes, où on pourra construire des choses. On verra, peut-être. Et puis, ça se trouve, Maxence Cacré sera vendu je sais pas, à Crystal Palace, que Alexandre Lacazette partira en Arabie Saoudite, et que Jake O'Brien partira à Manchester United. J'en sais rien. Hein. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on avance vers un été moins mouvementé que d'habitude. Voilà, moins mouvementé que d'habitude. Et pour ça, quand même, pour retenir les bons joueurs, il faudra se qualifier en Coupe d'Europe. Et donc pour ça, c'est pas compliqué. Il reste 2 matchs. Il reste Clermont, il reste Strasbourg. C'est des matchs qui sont à la portée de l'OL. On a bien vu que Strasbourg était un pas à la rue et que Clermont, c'est quand même très faible. L'OL doit faire 6 sur 6. Et je pense qu'à 6 sur 6, l'Olympique Lyonnais sera qualifié en Coupe d'Europe. Et on pourra donc aller affronter le Paris Saint-Germain avec un peu plus de détente que si l'avenir européen de l'OL s'inscrivait sur cette rencontre. Voilà. En vrai, Lopez ou Perry la finale. Ce sera Perry, quasi certitude. C'est lui qui a fait le parcours en coupe. La logique voudrait que ce soit lui qui joue la finale. Voilà. On va passer aux notes, si vous le voulez bien. Les notes, je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs en écrivant dans le chat le nom du joueur et sa note juste après, et en séparant chaque joueur par un point-virgule pour éviter de spammer. Voilà, alors, les notes. Hop, on va dessiner le terrain, puisqu'on n'a pas fait la dernière fois. Alors, la couleur de fond, hop, non, ça c'est très vert. Voilà. Attendez, j'ai raté. Voilà. Hop, on dessine le terrain, la tradition. On remercie Cédric pour le développement de l'appli, comme d'habitude. Et ça y est, Cédric a donné un prix. Donc, je vais enfin pouvoir payer Cédric. Voilà, le très beau terrain. On va commencer par Anthony Lopez. Anthony Lopez, ce soir, il peut toucher du bois qu'il y a 4 buts pour l'OL, parce que sur les 3 buts, il n'est pas irréprochable. Le premier, à mon sens, il peut la sortir. Elle est dure à sortir, mais il peut la sortir parce qu'il y va main opposée et il est un peu court. Et je pense que s'il y a quelques centimètres de plus, il l'a. Le deuxième but, c'est très difficile de l'accuser de quoi que ce soit. Attendez, j'ai pas cliqué sur ça, voilà, c'est bon. Le deuxième but, c'est très dur de l'accuser de quoi que ce soit. Et le troisième but, peut-être qu'il peut aussi l'avoir. C'est pas un super match d'Anthony Lopez, mais je suis pas d'accord avec la plupart des gens qui disent « Ouais, Anthony Lopez, il a été nul, il peut choper tous les buts. » Non, ils sont durs à arrêter quand même. La défense centrale, ça dépend. Soit on part du principe que les coups de pied arrêtés, c'est une faute globale et que ça incombe pas à la défense centrale, auquel cas, à ce moment-là, c'est pas une performance calamiteuse. Soit quand même, on lui met sur le dos déjà le deuxième but et les erreurs de marquage sur coup de pied arrêté. Moi, je pense pas que ce soit un bon match de Douye Caleta et de O'Brien en réalité. Je pense que c'est toujours très limité et à un moment donné, je sais pas quelles sont les consignes sur coup de pied arrêté, mais c'est pas possible quand on s'appelle Jake O'Brien et Douye Caleta de prendre autant de buts sur coup de pied arrêté. C'est pas logique. Donc moi, je vais mettre les deux à la même enseigne. Je vais mettre 4 et 4 et 4 pour O'Brien et Caleta. Nicolas Tagliafico, il est sorti à la mi-temps, il revenait de blessure, il n'était pas dans son assiette. C'était pas la grande fiesta. Hein. C'était pas la grande fiesta pour Douye Caleta, pour Nicolas Tagliafico. Pas dans son assiette, pas un super match. On va mettre 4, et c'est encore un peu généreux, je pense. Clinton Mata, pour le coup, plutôt un bon match de Clinton Mata. Beaucoup d'excellents centres, beaucoup d'impact physique, comme d'hab. Hein. C'est une valeur sûre, Clinton Mata. Vous avez mis 7, je vous trouve quand même un petit peu généreux. Moi, Mata, j'irais plus sur du 6, 6,5. Quelque chose comme ça. On va mettre 6,5, allez, 6,5. Non, pas 65, 6,5. Matic, c'était quand même laborieux. Hein. C'était quand même très laborieux, Matic. Il est coupable. Toute la première période de Matic est très, très, très indigente. Alors, on peut mettre à son crédit quand même la sublime passe en profondeur qui permet à l'OL de revenir à 2-1. Mais le flegme de Matic a quand même un certain nombre de limites. Et ce soir, on l'a senti un petit peu fatigué. En plus, il est sorti, donc il n'a même pas eu le temps de faire des crampes à la 96e minute.
Ouais, 4, 4,5. C'est un match qui vaut 3,5, 4, mais il y a quand même cette sublime passe qui vient redorer un peu le blason. On va mettre 4,5. Tolisso, Tolisso, ça va pas, hein. Mais on le sait que l'association de Tolisso et Matic, ça va pas. Ça va pas. Il faut un joueur qui soit plus mobile ici. Et on a vu d'ailleurs que l'entrée de Mangala, alors c'est vraiment une énigme. Je sais pas ce qui se passe avec Mangala pour qu'il soit pas titulaire. Parce que vu le niveau affiché par Tolisso ces derniers matchs, il devrait l'être. Donc ouais, Tolisso, c'est pas un bon match. Et on a bien vu que ça a aidé quand il est sorti. On a eu plus d'impact physique, plus de duels gagnés. C'est un 4 pour Tolisso. Du côté de Cacré, je vous vois, hein, la note descend progressivement. Il passe un peu entre les mailles, Cacré. Il passe un peu entre les mailles parce que c'est pas le moins mauvais du milieu. Mais c'est pas un super match de Cacré non plus, hein. C'est pas un super match de Cacré non plus. J'en attends toujours un petit peu plus. C'est pas un mauvais match non plus, voilà. Il manque un petit peu de calcium peut-être. Il récupère énormément de ballons, mais ça a manqué de tranchant, je trouve, balle au pied. Donc ouais, 5,5 je pense, c'est honnête là-dessus. Saïd Benrahma. Alors là-dessus, vous allez dire que je suis clivant. Moi, je vais vous le dire, j'ai trouvé Saïd Benrahma catastrophique ce soir. Heureusement, il sauve son match avec ce superbe but, mais la première mi-temps de Saïd Benrahma, elle est vraiment calamiteuse, complet, hein. Je crois qu'il y a une vingtaine de ballons perdus. Rendez-vous compte quand même, 20 ballons perdus. Alors oui, il tente des choses, mais le problème de Saïd Benrahma, c'est qu'il est irrégulier, il tente beaucoup de choses, mais on peut pas... Contrairement à Nuama qui tente beaucoup de choses et qui a raté énormément de choses ce soir, il va pas avoir une bonne note. Benrahma, il épuise pas son vis-à-vis autant que Nuama. Donc voilà, j'ai un problème avec les coups de pied arrêtés de Saïd Benrahma. Ils sont mal tirés, je comprends pas comment c'est possible. Les centres, pareil, ils sont mal tirés. Moi, j'en attends vachement plus de Benrahma. C'est un joueur, c'est un peu comme Cherki. J'ai très envie d'adorer Benrahma. J'attends que un truc, c'est que Benrahma il explose complet et que de kiffer ce joueur parce que je suis sûr que c'est un super bon gars. J'ai vraiment envie qu'il y ait une histoire d'amour qui se développe entre ce mec-là et l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, Benrahma. On en attend plus. Alors oui, il est buteur ce soir et c'est pour ça qu'on va mettre 5. On va mettre 5 parce qu'il est buteur, donc on va lui mettre au moins la moyenne parce que c'est lui qui relance cette équipe et son but est très très beau. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Voilà. Nuama, je comprends pas, hein, ce qui fait encore titulaire dans cette équipe. Parce que derrière, on va parler des remplaçants. Et je veux bien qu'on dise oui, il épuise son vis-à-vis, oui, c'est grâce à lui que les joueurs ils sont fatigués en face et qu'on peut retourner la situation. Peut-être. Honnêtement, peut-être. Mais il y a des lacunes terribles. Il y a des lacunes terribles. Déjà, il y a des lacunes techniques. C'est censé être un joueur extrêmement technique et il y a des contrôles foireux, il y a des passes foireuses. C'est un joueur qui joue la tête à l'envers là. Vraiment, ça se sent qu'il joue la tête à l'envers, il joue sans confiance, il rate des choses faciles, il s'entête à faire des choses compliquées, et il n'y arrive pas. Et je pense que Ernest Nuama, il faut qu'il aille faire un tour sur le banc, ça lui fera pas de mal psychologiquement. Je vous dis pas, oui, c'est une fraude, il est nul à chier, non, on n'est pas là, on n'est pas sur Twitter ici, juste, je pense vraiment pas que ce soit rendre service à Nuama que de continuer à le mettre titulaire dans une situation où lui se sent sous pression et fait n'importe quoi. Ce soir, c'est un match n'importe quoi de Nuama. Donc on va mettre 3. 1m3. Et encore, ça me semble généreux, parce qu'on est indulgent envers Nuama, parce qu'il est jeune, il découvre le championnat et tout ça. Mais ça fait 32 matchs pour Nuama cette saison, hein. 32 matchs, et on voit pas beaucoup de progression, on voit quelques fulgurances, un match sur 10, mais c'est pas suffisant. Non, 5 Nuama. Je suis pas d'accord avec vous. Lacazette, en vrai, c'est généreux, hein, et je comprends que vous ayez les yeux de l'amour et compagnie, et moi aussi j'ai les yeux de l'amour pour Lacazette. Son match, il est un peu compliqué, il est compliqué parce que toute la première mi-temps, c'est très difficile de le trouver, c'est très difficile de faire des choses avec lui, mais voilà, Lacazette, il y a une occasion à mettre et il la met. Et il est toujours bon en pivot, c'est toujours un poison pour les défenseurs. Donc voilà, Lacazette, au final, ça fait une passe D, un but, voilà, comme d'hab. Même quand il fait des matchs qui sont pas flamboyants, ça donne un but, une passe D. Voilà, pressing pendant 97 minutes, et quand on lui demande d'être là, il est là, voilà. Lacazette, c'est ton pote, il est discretos, par contre, quand il y a trois piles d'assiettes et qu'il faut faire la vaisselle en fin de soirée, tu te relèves le matin et la vaisselle est propre. Donc merci pour les travaux, Alexandre Lacazette. 7,5. J'ai les remplaçants à droite, je peux vous donner les notes, je peux pas les afficher. Juste pour vous dire que Maitland Niles a eu 7.3 selon vos notes, que Ryan Cherki a eu 6.9, Malik Fofana a eu 8,
Mama Baldé a eu 8,5, je suis d'accord avec ses notes, même Maitland Niles, je mettrais 7,5, et que Mangala a eu un 6 plutôt bien tassé. Voilà, pour vous dire ça. Et Pierre Sage, vous êtes à 7,6. Moi, je vais quand même tempérer, je vais mettre 7,5. Ouais, attention, grosse tempérance. Hein. Parce que la compo de départ, elle est pas bonne. L'animation de départ, elle est pas bonne. Donc, il faut quand même pas oublier ça. C'est qu'un coaching gagnant, c'est un coaching perdant à la base. Et voilà. Donc là-dessus, je suis désolé. On tempère sale, on tempère fort. Voilà, du côté des notes, vous avez encore 10 minutes pour noter. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger vos notes sur un petit visuel. Vous pouvez les poster. N'hésitez pas à les poster en me taguant sur Twitter. Comme ça, je peux mettre des petits likes et pousser ça dans l'algorithme. Très dur la moyenne en vrai. C'est juste que défensivement, ça a été calamiteux. Après, c'est vrai que c'est pas des bonnes notes. C'est pas des bonnes notes, mais c'est normal. C'est parce que les notes des remplaçants viennent tempérer ça. Voilà. Tu devrais arrondir à l'entier près, comme fait l'équipe il y a déjà longtemps. Non, moi j'aime bien comme ça. Voilà, Ayman il est là, hein, il est à droite, il est à 7,5. 7,5. Voilà. On va passer au Jurinho pour terminer ce débrief. Voilà, il s'affiche à l'instant sur votre écran. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez noter. Vous l'avez en description YouTube également si vous regardez ce débrief en replay. Nous allons mettre donc dans les joueurs les plus marquants de cette rencontre, nous avons Lacazette, Baldé, Fofana, Matic à mon sens. Et qu'est-ce qu'on a mis en dernier? Maitland Niles ou Mata C'est qui le cinquième? Mettez-moi le cinquième. On met qui? Maitland Niles? Cherki, non? Comment on DL les notes? Alors, les notes, vous allez là sur ce lien-là. Vous mettez votre pseudo et la date du match, et normalement, ça va sortir un visuel, mais il faut avoir noté tous les joueurs pour que ça sorte le visuel. Mata? Vous voulez mettre Mata? On va mettre Mata, on va mettre un +3 Mata, on va mettre un -3 à Matic, +4 à Fofana, +5 à Baldé, et +4 à Lacazette. Ça me semble plutôt honnête. C'est pas mal. Nuama -4. C'est vrai qu'on pourrait mettre une mauvaise note à Nuama. Hein. D'ailleurs, je trouve les gens assez généreux. Allez, +3 à Lacazette, ouais, +3. Mais après, ça fait un but, une passe D pour Lacazette. Hein. Non, +4. Hop là, c'est validé. C'est validé. Voilà, vous pouvez voter, hein, comme d'hab, de votre côté. On voit que vous êtes déjà à 150. Je rafraîchis, vous êtes à 158. Voilà, on a fini les notes. Cherki était bon aussi. Ouais, en vrai, Cherki a été bon aussi. Mata a été bon. Maitland Niles a été bon. C'est quand même un match... Il y a 2 matchs dans un match, en vrai. Hein. 2 matchs dans un match. Lacazette qui repasse premier au général. Oui, effectivement, ouais. Lacazette et Cacré qui se tirent la bourre tout en haut. Alors qu'en bas, je pense qu'on verra plus. Personne s'approche pas de Lovren. Hein. Mais il y a Mata aussi qui est rentré dans le top 3. Mata dans le top 3. C'est vrai qu'on n'a pas noté l'arbitre. Vous pouvez noter l'arbitre, vous pouvez noter Benoît Bastien. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon arbitrage ce soir. C'est quand même à signaler. Hein. On a quand même eu encore un arbitrage calamiteux de Rudy Buquet ce week-end sur le match de Metz. Faut noter quand même que c'est un match où l'arbitrage a été plutôt cohérent. Petit bémol, pour moi, Gomez doit prendre un deuxième jaune sur la faute sur Cherki. Mais ça va. Voilà, ça va. Ça va. Absolument scandaleux, Rudy Buquet. Oui, alors on peut faire un point vite fait sur la Ligue 1. Complètement scandaleux ce qui s'est passé avec Rudy Buquet. Arbitrage calamiteux sur le match entre Rennes et Metz. Le carton rouge donné à Georges Mikotadze qui a été confirmé à la VAR. Puis finalement, il a fait « Oups, en fait je me suis trompé, annulé le carton rouge ». Bon bref, on aura le temps de développer un autre jour sur l'arbitrage français. Peut-être sur un débrief de fin de saison. On en parlera peut-être dans le prochain à la ZUP. Ce sera peut-être un sujet. Voilà, peut-être que l'an prochain, on fera des petits points Ligue 1. Chaloupé comme ça. Mais bon, c'est un sujet pour la saison prochaine. Prochain live, j'en sais rien, parce que j'ai pas noté de choses dans mon agenda. Probablement un petit live nocturne cette semaine, je ne sais pas quand, à voir. J'ai du temps cette semaine, donc probablement un petit live nocturne. Je ne serai pas chez moi, je serai à Rennes pour aller récupérer Martin Terrier, comme d'habitude. Et sinon, le débrief suivant, ce sera le débrief entre Clermont et Lyon. Ce sera dimanche à 23h. Derrière, nous aurons le débrief du dernier match de la saison, ce sera le 19 à 23h, après le match contre Strasbourg. Et derrière, advienne que pourra, puisque je ne sais pas, je pense qu'il n'y aura pas de débrief de la finale de Coupe de France, puisque je serai
à Lille. Donc il y aura probablement pas de débrief dans la foulée, il y en aura un le lendemain. Et il y aura probablement un à la ZOB à un moment donné quelque part, mais je n'ai absolument pas la date pour le moment. J'en profite quand même, tant que vous êtes là, pour vous dire d'aller regarder l'interview de Christian Prudhomme que j'ai posté sur ma chaîne mardi, parce que je suis très fier de ce contenu-là, je suis très content de l'avoir fait et j'ai eu des excellents retours. Donc voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de l'écouter cette interview et d'aller lâcher des petits pouces et des commentaires, parce que c'est une interview qui me tenait beaucoup à cœur. En plus, on a mis des grands moyens, hein, il y avait 3 caméras et tout, c'était un vrai beau format. Il y en aura probablement d'autres, des formats comme ça, parce que maintenant j'ai les moyens techniques de le faire. Voilà, si vous avez des idées d'invités, des idées de choses à faire dans ce style-là, sachez que c'est des choses que je veux développer. Donc voilà, tout sera pas forcément possible. Vous m'avez dit Laurent Prudhomme, la missive est partie. Ce sera pas tout de suite, ce sera peut-être un jour, mais c'est pas un non fermé définitif. Même Textor, c'est pas un non fermé définitif, peut-être un jour, on sait pas. En attendant, voilà, on avance, on développe la chaîne et on continuera la saison prochaine les débriefs d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous souhaite sur ce une très bonne fin de soirée, à redescendre en tension, à rêver peut-être de matchs de déplacement à Dnipropetrovsk ou à Helsingborg l'an prochain en Europa Conférence. Et pour une fois, on ne se fera pas vanner par les collègues le lundi matin, puisque ce sera, on est lundi soir déjà, donc c'est pas incroyable. On veut Pierre Sage, peut-être un jour, on ne sait pas. Voilà, bonne soirée à vous, profitez bien de votre lundi soir, profitez bien de cette semaine de pont, et nous on se retrouve quelque part, je sais pas, mercredi, jeudi, vendredi, pour un petit live nocturne, et dimanche pour le débrief contre Clermont. Bisous, ciao, à bientôt.